Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Isabelle Gibalardi, la directrice du cinéma Le Grand Action, et je suis absolument ravie de vous accueillir pour ce nouveau club positif au Grand Action en compagnie de Guy Scarpetta. Guy, je suis très heureuse de vous accueillir. Alors, Guy collabore à de nombreuses revues, Art Presse, La Règle du Jeu, et Le Monde diplomatique, et bien sûr Positif. Et Guy signe un article dans le numéro de janvier de Positif, dans le dossier qui lui est consacré, un article donc sur son ami Raoul Ruiz. Et je dois dire que c'est un article excessivement touchant, cinéphilique évidemment, comme tout ce que vous écrivez, et c'est tout ce que vous racontez concernant le cinéma de Ruiz et son personnage, les dîners que vous décrivez. Enfin, on se dit, mon Dieu, pourquoi n'étais-je pas là? Comment n'ai-je pas vécu ces moments-là? C'est truculent, la façon dont vous en parlez. Et quand vous le décrivez enfant dans ce cinéma chilien, enfin, on sent effectivement se construire ces images mentales. Bienvenue. Merci. Donc, ce qu'on va voir, ça s'appelle Le Temps retrouvé, ça date de 1999. Et la première chose qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que ça n'est pas une adaptation de Proust. C'est autre chose, mais si y a des gens qui sont ici parce qu'ils veulent voir en image une illustration fidèle du roman de Proust, bon, c'est pas la peine, c'est pas ça. C'est pas ça pour des tas de raisons. C'est pas ça d'abord parce que entre la littérature et le cinéma, il y a un conflit de fond. C'est-à-dire que c'est deux langages totalement irréductibles l'un à l'autre. Bon, c'est un truc qu'on raconte à tous les étudiants de cinéma. On prend la première phrase de La Recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, et on leur dit « Transposez-moi ça en images ». Et on se rend compte que c'est rigoureusement impossible. Bon. Et en même temps, on prend la première séquence de Vertigo, et on dit à un écrivain « Donnez-moi cette impression de vertige physique avec des mots ». Et on se rend compte que c'est aussi totalement impossible. Bon. C'est-à-dire que entre les deux langages, il y a plus qu'une différence de forme, il y a des incompatibilités totales. Un personnage de roman, ça peut être décrit d'un seul coup, ça peut être décrit progressivement, ou, comme chez Kafka, ça peut être pas décrit du tout. Personnage de cinéma, à partir du moment où il est incarné par un acteur, il est décrit tout de suite et en totalité. Bon. La voix intérieure, le romancier peut se permettre de la restituer. Il peut dire d'un personnage quels sont ses sentiments cachés, ses intentions dissimulées, ses pensées secrètes. Au cinéma, on est obligé de le faire deviner à travers ce qu'on entend et ce qu'on voit, à travers les apparences extérieures, à moins d'abuser de la voix off, ce qui n'est pas recommandé. Bon, on peut l'utiliser de temps en temps, mais au-delà, ça devient impossible. Un écrivain peut dire, peut manier le temps et l'espace avec une liberté infinie. On peut dire, pendant qu'il était au cinéma Action à Paris en train de faire ça, son petit cousin qui était au Chili répétait un geste qu'avait fait 3 siècles auparavant leur arrière-arrière-grand-père sur un champ de bataille de Napoléon. Bon, au cinéma, en une séquence, on peut pas faire ça. Bon. Et par ailleurs, le cinéma a des possibilités que les écrivains n'ont pas. Bon. Donc il n'y a pas d'adaptation, ça n'existe pas. Il y a des gens qui, pour réduire la difficulté, ont réduit certains textes littéraires à leur part qui était filmable. Et qui, à partir de là, ont fait un scénario qui est devenu un film. Et c'est évidemment au détriment de tout le reste. Et adapter un livre littéraire, c'est réduire le livre à son action
et réduire l'action aux apparences sensibles, c'est-à-dire à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. Bon. Alors, il est évident que déjà dans la littérature traditionnelle, ou même celle du XIXe siècle, ça, c'est réducteur comme pas possible. Et d'ailleurs, si beaucoup de mauvais cinéastes s'attachent à la littérature réaliste ou la littérature d'aventure du XIXe siècle, c'est parce qu'ils croient que c'est ce qui ressemble le plus à un film. Mais bon, quand on voit, je sais pas, les adaptations de certains romans par José Dayan ou le Germinal de Claude Berry, on se rend compte que c'est une double insulte à la littérature et au cinéma. Alors, il y a des transpositions, en revanche, réussies. Le Barry Lyndon de Kubrick est une géniale transposition d'un roman de Thackeray. La Mort à Venise de Visconti est une géniale transposition de Thomas Mann. Bon. Mais c'est des transpositions, c'est-à-dire que par exemple, là où dans la littérature, on peut avoir des descriptions, et pendant une description, le temps s'arrête. On décrit quelque chose qui n'appartient pas au temps de l'action. C'est comme un arrêt sur l'image, mais qui peut durer chez Claude Simon des pages et des pages, ou chez Proust. Visconti a transposé ça à travers la lenteur de mouvement de caméra qui détaille le réel dans tous ses éléments et où l'action est suspendue et ralentie, mais c'est des transpositions. Et je dirais que c'est d'autant plus difficile, le défi est d'autant plus grand, s'agissant de la littérature romanesque moderne. Parce que tout se passe comme si les grands romanciers modernes avaient précisément, peut-être parce qu'il y avait déjà une concurrence du cinéma, voulu exprimer ce qui n'est pas filmable. Et mettre l'accent sur ce qui n'est pas filmable. Par exemple, un récit sans aucune description, chez Kafka. L'annexion du discours intellectuel et de la pensée, chez Proust ou chez Musil. Les jeux de langage associés à une manière de sonder l'intériorité, chez Joyce. La polyphonie des voix intérieures des personnages, chez Faulkner. La manière dont la figuration de la réalité est absorbée par la musicalité rythmique du langage, chez Céline. Bon, tout ça, c'est évidemment des dimensions dans lesquelles a été la littérature moderne et qui ne sont pas cinématographiques et à la limite qui sont infilmables. Bon. Et à ma connaissance, le seul exemple réussi de roman moderne transposé au cinéma, c'est le procès d'Orson Welles. Et c'est une très grande réussite cinématographique, mais c'est en même temps une énorme trahison de Kafka. C'est-à-dire que c'est Kafka projeté dans l'expressionnisme visuel, ce qui n'est pas du tout l'univers kafkaïen. Alors Proust, c'est peut-être encore plus difficile. C'est pour ça que le film que vous allez voir, c'est en fait pas un film, c'est la réponse à un défi. D'abord parce que toute l'esthétique de Proust est fondée sur la métaphore, et que la métaphore au cinéma, c'est une des choses les plus difficiles à manier, puisque le cinéma peut parfaitement, et le fait magnifiquement, rapprocher des réalités, c'est-à-dire faire des métonymies, mais substituer une réalité à une autre, en général, à part dans quelques films de Buñuel, c'est pratiquement injouable. Chez Proust, il y a cette idée du court-circuit et de la condensation des temporalités. L'univers de Proust sort de la chronologie, du temps objectif, et on rentre dans une dimension du temps où le passé et le présent, le passé lointain et le présent se télescopent, et où une même réalité peut être vue à travers plusieurs temporalités différentes. Bon, ça, au cinéma, ça paraît difficile. Le cinéma de Proust est fondé sur un refus du réalisme. Ce qui intéresse Proust, c'est pas les événements, c'est la manière dont ils sont perçus, dont ils sont sentis et dont ils sont pensés. C'est l'exploration non pas des apparences, mais de l'envers des apparences. Et l'envers des apparences, ça n'est peut-être que l'apparence d'un autre envers des apparences. Bon. Ce qui intéresse Proust, c'est la vie intérieure des personnages, mais émancipée de la soumission au temps chronologique et à la réalité.
Et il y a même dans Le Temps retrouvé, qui est vous le savez, le dernier livre de cet ensemble qu'est La Recherche, 2 passages où Proust attaque le cinéma. C'est intéressant parce qu'il écrit ça dans les 20 premières années du siècle et le cinéma commence juste. Et il dit ce que je veux faire, c'est le contraire d'une vision cinématographique des choses. Il emploie le mot. C'est-à-dire le contraire d'une vision de la réalité qui, et c'est comme ça qu'il voyait le cinéma, se réduirait à enregistrer les apparences. C'est-à-dire qu'il veut faire le contraire. D'où le défi. Et le défi pour Raoul Ruiz, c'était justement de ne pas illustrer Proust parce que c'est pas possible, mais c'était de trouver la bonne transposition. Et je dirais que ce film, c'est pas un roman de Proust illustré par des images et des sons au cinéma, c'est quelqu'un qui a essayé de faire proustiennement du cinéma. C'est-à-dire qu'il l'a non seulement transposé, et ça on pourrait y revenir dans la discussion si vous voulez, je vais pas déflorer le film, mais il y a des trouvailles visuelles notamment qui sont de vraies transpositions de l'univers proustien, mais en même temps il n'a pas hésité à le trahir un peu, et surtout à le projeter dans quelque chose dont Raoul Ruiz était très proche, qui était le baroque latino-américain. C'est-à-dire que c'est un film qui rivalise au moins autant avec Borges ou avec Cortázar qu'avec Proust. Parce que Ruiz était persuadé, comme tous les vrais baroques, que quand on est affronté à une contradiction, la meilleure façon d'en sortir, c'est de créer une contradiction supplémentaire. Donc il ne s'agissait pas seulement de relever le défi que la littérature lance au cinéma, mais il s'agissait de créer une contradiction supplémentaire en confrontant Proust à un imaginaire, à un univers qui était celui de Ruiz et qui est clairement latino-américain. Ce qui fait que peut-être que la phrase qui permet d'ouvrir la perception qu'on peut avoir d'un film comme ça, c'est une phrase de Ruiz, qui était un bon mot, mais qui est beaucoup plus, qui est très profonde. Il a dit à un journaliste un jour, « Je n'ai pas adapté Proust, je l'ai adopté. » Ce qui était une manière de dire, c'est pas Proust qui rentre dans l'univers de Ruiz, c'est Ruiz qui rentre dans l'univers de Proust et qui, en même temps, l'intègre. Alors, je terminerai, parce que je ne vais pas être trop long, en disant que de toute façon, j'essaye de faire en sorte que vous preniez du plaisir à ce film dès le début, il y a forcément au début une gêne à surmonter. Pourquoi ? Parce que tous, autant que nous sommes, quand nous lisons un roman, nous nous faisons une image mentale des personnages. Et qu'il s'agisse de n'importe quel roman, on se fait une image des personnages. Personne ne sait si Madame Bovary est blonde, brune ou rousse, mais tout le monde a une image de Madame Bovary, et quand on voit que c'est Isabelle Huppert, dis non, c'est pas la bonne, quoi. C'est pas comme ça. Et là, c'est pareil. Tout le monde, tous les gens qui ont lu Proust, se sont fait une image de Saint-Loup, de Charlus, de Swann, de Gilberte, d'Albertine, d'Odette, de la duchesse de Guermantes, etc. Et tout le monde a une image mentale dans la tête. Et au cinéma, évidemment, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas faire apparaître le personnage progressivement, donc il est incarné par un acteur. Et le premier réflexe qui peut gâcher le plaisir qu'on prend à ce film, c'est de refaire le casting. C'est de dire, moi j'ai été le premier à avoir ce réflexe-là, moi j'aurais pas pris un tel, j'aurais pris un autre, non, celui-là c'est pas l'image que je me fais de Charlus, ou pour Gilberte, il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Le casting, à mon avis, n'a pas été fait au hasard, et notamment Ruiz a recherché des acteurs qui soient capables, comme les personnages proustiens, de manifester le maximum d'ambiguïté, c'est-à-dire d'être eux-mêmes et quelqu'un d'autre en même temps. Le cinéma incarne dans des corps et dans des visages d'acteurs, et qui plus est d'acteurs connus, dont on a tous en mémoire les rôles précédents. Et ça peut être déceptif par rapport à l'image mentale qu'on se fait d'un roman. Mais si on surmonte ça,
Alors là, on rentre dans un univers qui est hybride, qui est à la fois ruysien et proustien, qui est un univers de métamorphose, qui est un univers de télescopage des temps, qui est un univers de personnages qui sont tous un peu spectraux ou fantomatiques, qui est un univers où les temporalités s'enchevêtrent, se télescopent et se transfusent l'une dans l'autre. Et c'est un univers où un des très grands réalisateurs de notre époque a inventé visuellement un type de prise de vue et de mouvement de caméra qui est probablement la transposition la plus réussie qu'on puisse faire de la phrase proustienne. Voilà. Mais on pourra en reparler. Merci Guy, un immense merci, bravo.